Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Food, votre rendez-vous autour de la transition alimentaire. Enjeux, tendances, innovation, parcours, on en parle tous les week-ends sur Bismart avec mes invités et un menu renouvelé chaque semaine. À la carte, aujourd'hui, rencontre avec Guylaine Arabian, chef doublement étoilé, chef autodidacte, étoile du petit écran. Avec elle, nous reviendrons sur son parcours, sa cuisine, ses influences bien sûr, mais aussi sur l'engagement des chefs vers une cuisine plus responsable et durable, sur la crise aussi qui ébranle le secteur de la restauration depuis plusieurs mois, sur cet univers très masculin, celui de la gastronomie, un univers au sein duquel elle a malgré tout réussi à s'imposer et à briller. Guylaine Arabian, mon invitée, elle sera à mes côtés en plateau dans quelques instants. Et puis une nouvelle recette, une recette millénaire cette semaine, celle des pickles. La recette revue, corrigée et déclinée à la sauce française par Mazette, ce sera en seconde partie d'émission. Voilà, vous avez le menu de la semaine. Vous êtes prêts? Alors Smart Food, c'est parti. Bonjour Guylaine Arabian. Bonjour. Vous êtes chef étoilé à la tête du restaurant Les Petites Sorcières. C'est à Paris dans le 14e arrondissement, à 2 pas de la très commerçante rue Daguerre. Rien ne vous prédestinait à cette carrière. Vous avez tenu, je crois, un magasin de vêtements à Roubaix, oui. Au tout début de votre vie professionnelle. Comment est venu le déclic? Pourquoi vous avez changé de vie et tout d'un coup, vous êtes tourné vers la cuisine? Parce que j'ai rencontré Jean-Paul Arabian, qui avait un restaurant à Lille, qui venait d'ouvrir, et que je l'ai rencontré. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Enfant, vous cuisiniez Pas du tout. Pas du tout. Hein. Vous étiez dans une famille où on cuisinait? Non, pas spécialement. Pas spécialement, non. Mais non, rien ne me prédestinait à ça, c'est vrai. Vous n'aviez aucune formation? Vous êtes allé frapper à la porte de Thierry Cambier, hein. Non, c'est Thierry Cambier qui a intégré le restaurant quand Jean-Paul Arabian l'a embauché. Il venait de chez Marc Menot, à Saint-Père-sous-Vézelay, et puis il est rentré chez nous parce qu'il est du Nord et qu'il voulait revenir dans le Nord pour continuer sa carrière. Et il est rentré au restaurant et c'est là que je l'ai rencontré. Après, tout allait très vite. C'est-à-dire que j'ai demandé, ça m'intéressait, je voyais tout ce qui se faisait dans le restaurant, ça m'intéressait, ça m'intriguait quand même. Et quand il est rentré, comme il avait l'air un peu futé, un peu aiguisé, j'ai demandé à Arabian si je pouvais aller dans la cuisine. Il m'a dit oui. Et vous avez commencé comment? Comme commis, hein? J'ai comme victime comme victime de Thierry Cambier. Avec lequel vous entretenez une amitié très forte, puisque vous travaillez toujours avec lui. On travaille toujours ensemble, oui. Donc fidélité, amitié, c'est important dans le monde de la cuisine? Oui, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples comme celui-là, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, bon, ça se matchait, quoi. Donc ça allait. Et puis, j'aurais jamais sa technique, j'aurais jamais... Parce qu'il a 15 ans de cuisine de plus que moi, en fait. C'est l'un de vos modèles, d'ailleurs? Non. Non, je n'ai pas de modèle. Mais ce que j'admire, c'est sa technicité. C'est extraordinaire. Voilà. Et vous avez pu aussi développer la vôtre à ses côtés? Bien sûr, il m'a donné tout ce qu'il savait de technique, mais lui, il avait 15 ans de plus derrière. C'est pas bien, ça. Donc, je devrais beau faire de tout ce que je veux. Je ne peux pas, à 15 ans, je ne peux pas. En tout cas, tout est allé vite. 1985, le guide Michelin vous distingue d'une première étoile. Oui. La seconde, en 88, c'est un travail de longue haleine. Très dur au quotidien? Je sais pas, je m'en suis jamais rendu compte. Je me suis jamais rendu compte que le travail que c'était beaucoup de travail. Je descendais. Vous étiez passionnée? Oui, et puis ça me prenait, donc il fallait que j'y aille. Et c'est vrai que mon étonnement, ça a été d'avoir une étoile, puis après d'avoir 2 étoiles. Et puis de pouvoir les récupérer à Paris après. Mais si vous voulez, c'est plus c'est plus l'attente de l'équipe de cuisine et de salle. De ça, c'est bien, c'est pas mal. Mais bon, moi, j'étais pas vraiment tournée vers cet objectif. Moi, j'ai toujours été consommatrice. J'ai jamais été... Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas que je me considérais pas comme une professionnelle. En fait, je crois que c'est ça. Vous considérez comme tel, rassurez-nous. Non.
Professionnelle, parce que je suis toujours dans ma cuisine, tout ça, mais je suis sans cesse en train de me... Remettre en question. Oui, oui. Toujours. Dans l'innovation, la recherche. L'innovation, non. Rechercher, retrouver des goûts, aller plus loin dans le goût. Voilà, c'est plus ça. L'innovation, non. L'innovation, elle commence déjà par l'assiette qu'on a créée, qu'on n'avait pas fait la veille, quoi. Donc, c'est pas forcément non plus le challenge de fou. Hein. Comment vous définiriez votre cuisine ? Moi, j'ai une cuisine d'instinct. J'ai une cuisine d'instinct qui est profondément ancrée dans mes origines du Nord. Mes parents sont d'origine belge. Et effectivement... Donc ce sont des produits de cette très grande région que vous mettez à l'honneur. Je vais chercher pas mal de choses en Belgique. Je vais chercher beaucoup de choses dans le Nord, toutes les semaines. Et puis voilà, quoi. Et ça commence comme ça. Mais j'adore les tomates, rassurez-vous. Hein. J'adore les tomates, j'adore les... On est loin de la Belgique, mais... Quoique, on mange énormément de tomates en Belgique. Le potage à la tomate, c'est une cuisine d'émotion, un peu réconfortante. Réconfortante, non. Une cuisine est toujours réconfortante pour celui qui la mange, je crois. Parce que elle vous fait du bien aussi. Quand on voit un menu, je mangerai ça, déjà de se dire je mangerai bien ça, c'est que quelque part, elle correspond à quelque chose dont on a besoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme produit typiquement belge ou du Nord à votre carte ? Ben moi, j'ai toujours sur ma carte de l'élixir d'Anvers, j'ai toujours des carbonades à flamande. Ça dépend du temps. Il y a le Waterzooi, où il est au Saint-Jacques, où il est aux langoustines, où il est au poisson. J'utilise beaucoup ce qu'on appelle le Karnemel, qui est en fait du babeur. Que je vais chercher en Belgique aussi. J'utilise de l'advocate aussi, qui est une espèce de produit qui est fait avec des jaunes d'œufs et de l'alcool. Voilà, et que je mets en trait comme ça sur un dessert, juste pour que ça me rappelle un peu. Voilà, il y a plein de choses. Et la cuisine en Belgique, elle est très vivante aussi. Très riche. Terroir aussi ? Le terroir a beaucoup d'importance, énormément d'importance. Et il y a toujours beaucoup de références au terroir, c'est vrai. Et si on vient aujourd'hui aux Petites Sorcières, qu'est-ce que vous nous proposez à la carte ? Alors, aujourd'hui, je fais ma carte avant de venir, quand même. Eh bien oui. Mais voilà, parce que je la change tous les jours, quelquefois 2 fois par jour. Et j'ai fait... il y a des palourdes aujourd'hui qui trouvent de Plougastel. Il y a un potage à l'oseille. J'adore l'oseille. On consomme beaucoup d'oseille en Belgique. Donc j'ai été aussi élevée avec ça. J'ai un œuf qui ne quitte jamais ma carte, parce que quand je l'enlève, il y a des réclamations. Oui. Il n'y a pas le scotch egg, mais j'en ai marre de voir le scotch egg. Ça, c'est pas belge, mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a un saumon qu'on a fait nous-mêmes, un saumon fumé. Au déjeuner, la cuisine n'est pas du tout pareille que le soir. Il faut des choses qui aillent vite, qui soient légères, qui soient sympas. Vous avez des clients différents aussi, qui ont peut-être moins de temps aussi. Tiens, j'ai fait une tête de veau. Déjeuner. Ah, une tête de veau. Oui, il y a une tête de veau. Avec le froid qui fait, parfait. Et un ossobuco. Vous voyez, c'est très varié. C'est très varié. Mais je fais une canette avec des épices à pain d'épices. Parce qu'on consomme aussi beaucoup de pain d'épices et de spéculoos. Eh oui. En fait, j'enlève des choses qui servent à faire, par exemple, des biscuits, et je les mets avec une viande ou un poisson, ou voilà. Et vous avez une Madeleine de Proust ? La frite. Ah voilà, belge. Bah oui, j'adore les frites, c'est vrai. Et vous les faites comment ? Comment ça, je les fais comment ? Vous faites une pré-cuisson à la vapeur ? Non, pas du tout. Je fais deux bains. Je les pré-cuis. Très tôt le matin, je les cuis. Comme ça, elles sont bien froides pour midi. Et à midi, le fait de les replonger dans une friture plus chaude, elles gonflent, elles deviennent croustillantes. J'adore ça. J'adore les frites. Vous nous donnez envie. J'adore les frites. Est-ce que vous avez le sentiment que votre cuisine a évolué avec le temps ? Bien sûr, parce que moi j'évolue aussi. Moi j'évolue, les autres évoluent, la manière de manger évolue, donc on a... instinctivement, on change de toute façon. Sinon, ce serait terriblement triste. On se renouvelle déjà ? Oui, bien sûr. Heureusement.
On voit de nombreux chefs qui s'engagent pour un modèle de cuisine plus responsable, plus durable, basé sur les circuits courts, plus de végétal dans l'assiette, la réduction aussi du gaspillage alimentaire. Est-ce que c'est une démarche qui vous anime, vous? Et moi, de toute façon, je ne mange pratiquement que des légumes. Donc, j'ai toujours mis énormément de légumes dans mes plats, depuis le début, toujours. Et j'ai des maraîchers. Moi, je fais que chez les maraîchers. C'est votre démarche responsable à vous? C'est ma démarche, je l'estime pas responsable, je l'estime normale. J'ai toujours eu des maraîchers. Quand j'étais dans le Nord, j'allais chez les maraîchers. Et ici, à Paris, j'en ai 2. Et j'achète que chez eux. Vous avez le sentiment que les chefs, en fait, naturellement, composent leur carte à partir de circuits courts, font tout pour réduire le gaspillage alimentaire. Vous pensez que c'est naturel? Enfin, c'est le rôle aussi du chef? Déjà, le rôle du chef, c'est déjà d'adapter les produits de la saison à la saison. Vous me direz, si on a 30 degrés au mois de novembre, on n'a pas envie de manger du chou. Mais bon, normalement, on peut manger un chou rouge au mois de novembre. Hein. À la flamande, on le mange. Mais oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, je ne me vois pas utiliser des haricots verts maintenant. Non. Mais par contre, j'ai un maraîcher qui est à Avrainville et qui, lui, a les dernières tomates. J'ai toujours des tomates. Il me dit, tu en auras peut-être encore cette semaine. Et elles sont extraordinaires. Et je lui ai acheté ces dernières tomates vertes. Et j'ai fait des beignets. Des beignets de tomates vertes. C'est pas mal, ça. Oui. J'ai fait ça avec un poisson. Je suis revenue avec mes tomates. J'ai pris un gros colis de tomates. C'était chouette. Puis quand il me fait, c'est quoi ça? Moi, j'ai ces tomates vertes. On va faire des beignets. Alors là, c'est pas possible. Et puis, on a fait des beignets de tomates vertes. C'était super. Elles étaient bonnes, ces tomates. Guylaine Arabian, on va forcément parler télévision. Top Chef vous a apporté une certaine notoriété médiatique, un véritable coup de projecteur. Vous avez participé au lancement du programme en 2010. Vous étiez membre du jury aux côtés de Christian Constant, Jean-François Piège et Thierry Marx. Vous avez été jury pendant 5 saisons. Quel souvenir vous gardez de cette expérience télé? Moi, j'ai adoré faire ça parce que ça n'avait jamais été fait en France. C'est un Il y avait de la cuisine à la télévision. Oui, mais en parlant de quelque chose, je ne vais pas dire contemporain parce que c'est méchant, j'estime, et ça pourrait être mal perçu, mais de quelque chose qui correspondait. On était à un croisement, en fait. On était à un croisement. Je crois que les jeunes ne savaient pas très bien ce qui se passait dans les cuisines, les personnes plus âgées non plus. Et j'étais enthousiasmée par ça parce qu'en fait, on les laissait rentrer, on leur donnait une vision de ce que ça pouvait être. Ce programme a permis ça, de faire découvrir le milieu de la gastronomie aussi. Et l'envers du décor. Et l'envers du décor, oui. Mais j'adorais faire ça parce qu'elle n'avait jamais eu. Donc c'était fantastique, même pour nous. Même pour nous, c'était fantastique. Et depuis, la cuisine fait toujours recette à la télévision, sur les réseaux sociaux aussi. Quand vous voyez vos clients prendre en photo leur assiette, ça vous agace? Ou pas du tout? Non, je m'en fiche. Je m'en fiche. Ça met en valeur votre travail quelque part. Oui, mais ça m'est égal. C'est à eux, ils l'ont acheté. Maintenant, ils l'ont payé, ils vont payer. Ça leur appartient. Ils en font ce qu'ils veulent. J'ai froid. Même si ils sont là 10 fois, ma foi, ils sont dans mon assiette. Je fais non, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche, ça m'est égal. Guylaine Arabian, vous êtes une femme chef, C-H-E-F, et non chef, C-H-E-2-F-E. C'est quoi la différence? J'en sais rien, je sais pas, moi on m'a toujours mis chef CHEF. Je vois pas au nom de quoi je devrais faire CHE2FE. Je sais pas, moi je vais toujours chef, mais peut-être que je suis has-been en faisant ça. Mais... je ne sais pas, mais en tout cas, bon, à l'oral, ça reste chef. En tout cas, la gastronomie reste un univers très masculin, surtout la cuisine professionnelle, qui semble être un peu la chasse gardée des hommes. Comment expliquer qu'on voit si peu de femmes, finalement, dans les cuisines, ou qu'on en entend peu parler? Elles sont bonnes, hein. Elles sont bonnes, les femmes dans la cuisine, attention, il y a très jolies, très très jolies cuisinières. Mais je ne sais pas, peut-être que... Moi, je sais pas, j'ai eu énormément de chance, en fait, parce que d'abord, je travaillais chez moi, que j'ai pu rencontrer Thierry Cambier, qui était, lui, un formidable cuisinier, et qui a accepté de me former.
Et que j'avais, il vous a fait confiance aussi. Et qui m'a fait confiance, et que j'avais quand même d'énormes possibilités. J'ai quand même 4 enfants, et j'ai eu d'énormes possibilités pour les faire garder, pour s'en occuper, tout ça, il ne faut pas oublier. Hein. Vous avez réussi à concilier votre vie Oui, tout à fait. Mais je trouve que j'ai eu énormément de chance, c'est vrai. Ce qui m'a permis d'aller au bout de beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si malheureusement toutes les femmes ont la possibilité de le faire, mais bon, c'est vrai que quand on décide d'avoir des enfants, et après il faut quitter quand même la cuisine, il faut se mettre un peu en retrait, c'est un peu compliqué. Mais moi, je n'ai pas eu ça, j'ai pas eu ce problème-là. Mais quand on est femme et chef, ça demande quoi? Plus d'exigence, plus de travail? Plus de travail, non. Peut-être. Pardon? Pour exister. Non, plus de travail, non, parce que moi j'ai toujours travaillé aux mêmes horaires que les employés du restaurant. J'ai jamais. Vous n'aviez pas de traitement de faveur? Je ne m'en donnais pas. Je pouvais faire ce que je voulais, mais je ne m'en donnais pas. Donc effectivement, après, ça c'est une question de caractère. Hein. Mais non, moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes parce qu'il y a des femmes très talentueuses et qu'elles n'aient pas la possibilité de pouvoir mieux s'exprimer parce qu'il y a toujours des contingences domestiques qui sont terriblement lourdes. Vous avez l'impression que les choses sont en train de changer malgré tout? Peut-être que Top Chef aussi a mis un peu la lumière aussi sur ces femmes, suscité des vocations aussi chez certaines. Bien sûr. Même s'il reste effectivement cette conciliation vie pro, vie perso. Oui, ça c'est certain, c'est certain. C'est-à-dire que Top Chef a ouvert un univers que les gens ne connaissaient pas beaucoup. Et c'est vrai que pour les jeunes, ça a été un formidable booster parce qu'ils ont pu se rendre compte par eux-mêmes de ce que c'était vraiment. Donc je trouvais ça fantastique, cette émission. Moi, j'ai adoré faire ça au début, comme ça, c'était tellement chouette. Aujourd'hui, la parole se libère, comme dans notre milieu, le secteur de la restauration a été épinglé. On parle de sexisme, de violence, d'humiliation. L'envers du décor est parfois sombre. Est-ce que vous avez été témoin, voire victime de certains de ces agissements ? Moi, je n'ai jamais été victime ni témoin, parce que d'abord, j'ai toujours travaillé chez moi, donc personne ne m'a jamais agressée. Ni... Non, je ne peux pas dire que quelqu'un m'ait un jour agressé, même verbalement. Enfin, si le fait d'avoir des petites phrases assassines dans les réunions et tout ça peut être... mal vécu moi, je ne les ai pas mal vécues, parce que de toute façon... Le plus idiot, c'est pas celui qui l'écoute, hein, c'est celui qui le prononce. Donc ça m'était complètement égal. Mais j'ai jamais estimé que c'était que j'étais victime de quelque chose. Voilà, je trouvais qu'il y avait un imbécile qui proférait son truc et c'était pas intéressant. Mais ça ne m'affectait pas. Et celles que ça affecte, vous leur donneriez un conseil ? Voler, voler, voler. N'écoutez pas. Parce que de toute façon, on peut aussi se dire que si on est critiqué ou si... moi, je dis toujours que la critique fait avancer et que si on dérange, c'est peut-être parce qu'on est bonne. Mais oui. Voilà. Et avec ça, on peut passer outre quelques petites agressivités, vilainies qui n'avaient pas lieu d'être. Ces derniers mois, vous n'avez pas caché votre colère, colère envers les mesures gouvernementales. Il y a eu les confinements, oui. Couvre-feu, des mesures qui ont largement impacté le secteur de la restauration. L'activité de ces restaurants oui. Fortement ralentie, voire mise à l'arrêt, cette activité aujourd'hui. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? De toute façon, là, actuellement, je ne sais pas comment... ils peuvent refermer quoi que ce soit. Peut-être mettre un couvre-feu, peut-être quelque chose comme ça. Mais vraiment, je ne vois pas un retour avec les portes closes de je ne pense pas. Ils ne peuvent pas se le permettre. Je crois que financièrement, ils ne peuvent pas se le permettre. Je crois que les gens sont quand même bien au courant qu'il faut se faire vacciner, que c'est important pour garder... Moi, je pense que d'abord, c'est une question... Ce vaccin, tout le monde dit que c'est contre la liberté, mais moi, je trouve que c'est la liberté, justement. C'est nous donner la liberté de pouvoir rencontrer les autres, de pouvoir sortir avec les autres, de pouvoir parler avec les autres, de pouvoir bouger. Ça, c'est une liberté qu'on avait oubliée pendant 2 ans. Donc, ça nous a beaucoup manqué.
Exactement, et puis qui a rendu les gens très très agressifs. Moi, je le vois dans le restaurant, il y a des gens que je connaissais d'avant, des clients que je connaissais d'avant, et que j'ai trouvé énormément changés, vieillis, terriblement vieillis. J'ai trouvé que ça avait fait vieillir beaucoup de gens. Probablement moralement, mais du coup physiquement aussi, ça les a terriblement impactés. Et ça, moi, je veux pas revoir ça. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de voir les gens comme ça s'abîmer. Et c'est pas une question d'âge, hein, c'était tous les âges. C'est vraiment, j'ai trouvé ça horrible, ce confinement. Il y a aussi cette pénurie de main-d'œuvre auquel font face de nombreux professionnels. Vous avez aussi du mal à... est-ce que vous avez d'ailleurs fait face au départ de certains de vos salariés qui ont quitté le secteur, qui se sont reconvertis? Est-ce que vous avez du mal à recruter actuellement? Bien sûr, j'ai beaucoup de mal à recruter, c'est compliqué. Et puis les gens ne restent pas. Là, j'avais recruté, et puis, non, tout compte fait, non. Il y a trop d'heures. Volume horaire, salaire? Non, parce que c'était les horaires. C'est surtout les horaires. Les week-ends, travailler. Les week-ends, moi je sais pas, j'ai un voisin qui a eu un Covid extrêmement grave, dont il n'est toujours pas sorti, parce qu'il est toujours paralysé des bras, et son chef lui a dit, moi je ne veux plus travailler que 2 jours par semaine, 2 soirs par semaine. Il me dit, comment je vais faire? Il n'y a pas moyen, quoi. Certains sont obligés d'ailleurs de fermer le midi ou le soir. Ou de réduire, moi j'ai réduit mon nombre de tables. Comme ça, je n'ai pas de mauvaise surprise. Donc j'ai réduit mon nombre de tables et puis on peut en avaler 2 ou 3 de plus seul, mais il arrive un moment où c'est plus possible. Et aussi les modes de consommation qui ont changé avec de nombreuses personnes qui se tournent vers la livraison plutôt que le service à table. Comment vous voyez l'avenir de la restauration dans les prochaines années? Je sais vraiment pas trop. En France, c'est comme ça. Moi, ma fille est en Allemagne, à Berlin, et c'est pas du tout comme ça. Le rapport à la livraison, ils viennent très facilement, ils viennent chercher, ils viennent chercher. Ils font vraiment du take-away. Ici, moi, quand j'ai fait des plats emportés, c'était mais vous avez un service de livraison, même sortir, c'est plus devenu possible, alors qu'on se dit que sortir, on sort, on peut aller chercher, bien. Ça fait du bien, on peut aller... et on n'a pas ce rapport avec le restaurant, et puis, finalement. Avec le restaurant, avec des gens, c'est vrai que ça m'a étonnée, que cet engouement pour la livraison m'a vraiment étonnée. Intriguée aussi, alors que je trouvais que c'était tellement sympa de dire, bon, c'est l'heure, je vais y aller, je vais chercher mon truc, comme on va chercher son journal, comme on va chercher... voilà. On est loin de l'expérience et du plaisir qu'on prend aussi en salle, avec ceux qui vous accueillent. Mais bien sûr, mais le rapport n'est pas du tout pareil. Le rapport est totalement pareil. Et puis mettre tous nos trucs dans des petites boîtes comme ça, moi, ça ne me dérangeait pas. Je vois bien métier, en fait. Thierry me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces boîtes? Mais c'est pas possible, déjà qu'il n'est pas très aimable. Mais alors là, avec mes boîtes, j'arrive avec mes boîtes en carton. J'essayais d'être le plus rationnel possible. Je dis, voilà, on va mettre comme ça et comme ça. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Après, il râlait parce que je faisais un vrai menu. J'ai accroché tous les jours mon menu avec 5 entrées, 5 plats, 5 desserts. Vous êtes adapté. Et je me suis adaptée, mais le menu changeait tous les jours. Donc, mais lui, il y avait une barrière, quoi. Il voyait ses casseroles et puis il voyait les boîtes en carton. Il ne comprenait pas, quoi. Il y a péril en la demeure. Merci beaucoup, Guylaine Aragon. Je rappelle votre restaurant Les Petites Sorcières, dans le 14e, rue Liancourt, à Paris. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Food. Avant de nous quitter, ces nouvelles recettes, et c'est tout de suite. Cette semaine, une nouvelle recette qui met de la couleur, du peps dans nos assiettes. Je reçois Élodie Germain. Bonjour Élodie. Bonjour. Vous êtes l'une des fondatrices des Trois Chouettes et de Mazette, deux marques qui proposent des condiments, des pickles, qui sont élaborés à partir de légumes exclusivement bio et français. Première marque disponible dans les magasins bio spécialisés. La seconde, Mazette, en grande distribution. Alors, avant de planter le décor, les pickles, c'est quoi exactement et comment on les consomme ? Alors, les pickles, en fait, le pickles que tout le monde connaît, c'est le cornichon.
C'est vrai. Voilà. C'est un emblème de la gastronomie française, mais qui a été délocalisé dans les années 2000 en Inde, là où la main-d'œuvre est vraiment bon marché. Donc, nous, on a... Et où est né d'ailleurs le principe du pickles? Du pickles, ouais. Et alors, le pickles, c'est une technique de conservation vieille comme le monde, hein, dans du vinaigre. Ça permettait de consommer du légume toute l'année. Nos anciens consommaient pas mal ces légumes-là. Et nous, on a voulu les remettre au goût du jour, mais avec d'autres légumes. Des légumes qui poussent chez nous, en France, qui reflètent quelque part la variété et la richesse de notre terroir, et en les associant avec une épice, un aromate, pour refléter un petit peu la couleur et la richesse de notre terroir. Donc, vous proposez une alternative à ces cornichons qui ne sont plus produits en France. Vous n'avez pas rapatrié la production de cornichons. Est-ce que c'est dans les projets, hein? Alors, ça l'est. Il y a quelques marques qui tentent. C'est très artisanal pour l'instant. C'est compliqué. La récolte, elle est extrêmement difficile, manuelle. Les producteurs ont du mal à trouver de la main-d'œuvre et c'est très cher. Mais en revanche, dans votre gamme, alors vous proposez plein d'autres légumes, effectivement. Et j'ai vu notamment des concombres. Oui, les concombres. On se rapproche exactement, c'est le cousin du cornichon. Et en fait, nos tranches de concombre, ça ressemble à s'y méprendre à des gros cornichons mal au sol. Vous voyez ces gros cornichons aigre-doux qu'on aime croquer comme ça. Donc vous appuyez sur un réseau d'agriculteurs locaux. Là, essentiellement en Île-de-France. Comment vous les sélectionnez? Alors, en fait, on travaille avec des agriculteurs en fonction du terroir et de là où pousse le légume. Par exemple, pour faire nos pickles de chou-fleur, on travaille avec des producteurs bretons parce que c'est vraiment la terre de prédilection du chou-fleur. Voilà. Dans le nord, on va travailler avec la betterave. Dans le sud-ouest, on va travailler avec des producteurs qui font du concombre, par exemple. Voilà. Donc, le but, c'est d'aller chercher au plus près, là où le légume va s'épanouir le mieux, en fait. Alors, juste devant vous, vous nous avez amené quelques produits. Oui. Comment on va pouvoir les utiliser au quotidien? Alors, ce qui est bien, c'est que, pour faire simple, on peut les utiliser à l'apéritif. Par exemple, des pickles, des mélanges de légumes croquants avec une petite terrine. On va pouvoir les utiliser sur des toasts, par exemple, ou avec un petit peu de saumon. Mais on va aussi pouvoir les consommer dans un sandwich à la place du cornichon, que tout le monde connaît, et également dans des bowls, dans des salades. Mais en réalité, vraiment, c'est la petite baguette magique sur chacun de vos plats, quoi. Ça va être la touche cuisinée, un petit peu comme si vous alliez au restaurant, mais que on n'a pas toujours les moyens, on peut pas toujours aller au restaurant, donc la petite touche cuisinée qui va tout changer. La touche en plus. Exactement. Vous définissez vos pickles comme bio et engagés. Quels sont vos engagements exactement? Nos engagements, déjà, c'est, vous le dites, le recours à la bio, parce que c'est pour une planète et une meilleure santé des hommes en même temps. Également, du français. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de relocaliser tout ce qu'on peut manger. Il y a des tonnes de légumes qui poussent et derrière des agriculteurs qui œuvrent pour leur culture. Donc nous, on veut vraiment sublimer ce savoir-faire français. Ça, c'est notre engagement. Voilà, la valorisation de ce qui pousse en France et du travail des agriculteurs. Et puis ensuite, mettre du peps dans les assiettes pour réveiller les assiettes qui se végétalisent de plus en plus. C'est vrai. Et ça, c'est notre mission aussi. Avant, le condiment, on l'imaginait au bord d'une assiette. C'est la raclette, le cornichon avec la raclette. C'est la raclette, c'est la terrine, c'est la petite, la petite moutarde avec la viande froide. En fait, nous, on imagine aujourd'hui, avec les assiettes qui se végétalisent, que le condiment va reprendre une place centrale, un premier rôle, et que donc, il faut adapter ce condiment à ces assiettes du XXIe siècle. On n'est plus sur la viande froide, le rôti de bœuf et tout. Non. Aujourd'hui, on mange des bowls, on mange des burgers veggie, et donc il faut être plus créatif au niveau des condiments. On ne veut pas se contenter d'un extra fin. Et les Trois Chouettes et Mazette peuvent nous y aider. Merci beaucoup, Élodie Germain, cofondatrice des Trois Chouettes et donc de Mazette. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Smart Food. Très bonne journée à tous et à très vite sur Bismart.